Bonjour, la vraie Penaud, comment ça va? Ça va bien? Et vous, comment ça va? Ça va, je vous remercie, bienvenue sur la web radio Lumière. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'actualité du foot et notamment les deux derniers matchs de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux prestations? Eh ben, on peut dire que c'était deux prestations quand même, bon, j'allais pas dire abouties, mais l'équipe de France a fait plus ou moins le travail, hein, c'est-à-dire qu'ils s'en sortent pas trop mal. Et la difficulté aujourd'hui, ce genre de période, c'est de réussir à remporter les matchs, mais avec des joueurs qu'on s'est un petit peu moins concernés. Alors la chance d'Didier Deschamps, c'est comme il est en train d'essayer de développer et de créer ce groupe et de construire ce groupe, et ben la chance qu'il a, c'est qu'il y a quand même des joueurs qui sont un minimum concernés, parce qu'ils se disent s'il y a une place à prendre, je vais tout faire pour essayer de la récupérer. Donc ça donne un petit peu plus que des matchs amicaux pour l'équipe de France, parce que évidemment la difficulté pour un entraîneur, c'est de savoir que pendant 1 an et demi, il n'y a pas de match de compétition officielle, donc il faut arriver à motiver ses joueurs sur ce type de rendez-vous. Alors la chance qu'il a, c'est l'organisation du premier championnat d'Europe, ça veut dire l'espoir pour tous les joueurs français d'y participer. Donc à part quelques joueurs qui sont quasiment assurés d'être de l'aventure, quel que soit leur niveau de performance dans l'année et demie à venir, enfin, en gros, hein, j'allais dire, et ben, il y en a d'autres, il y a quelques places à prendre, les 2, 3, 4 places à prendre, et ben, aux joueurs de tenter de récupérer ces strapontins. Justement, on a vu que Didier Deschamps avait essayé plusieurs configurations avec de nombreux changements. Est-ce que c'est une bonne chose d'essayer plusieurs choses? Oui, tout à fait, parce que, vous savez, Didier Deschamps, pour lui, ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre, à saisir un petit peu toutes les capacités de son groupe. C'est d'être capable de changer parfois de système de jeu quand ce sera nécessaire. Alors, on savait qu'il avait un système préférentiel, disons un système qui fonctionnait bien avec les joueurs qu'il a aujourd'hui, mais il y a toujours cette interrogation, en cas de difficulté, comment faire? Donc on va tenter d'autres systèmes, tenter de changer son milieu de terrain par exemple, avec ce losange avec 2 attaquants, après revenir à des bases un peu plus classiques, avec plus de joueurs de couloir. Donc c'est vraiment l'obligation quasiment de l'entraîneur de savoir un petit peu gérer son groupe, gérer les qualités individuelles et collectives de son groupe, donc d'être capable de changer tout le temps quand il le faut. Et là, Didier Deschamps, il travaille pas sur la longueur. Il a 1 an et demi pour essayer de parfaire tous ces automatismes, même si on sait que peut-être ce ne seront pas les mêmes joueurs exactement, hein, je vais dire, dans 1 an et demi. Mais enfin, il a cette obligation-là, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait voir arriver de nouveaux joueurs en sélection ou est-ce qu'on aura automatiquement des joueurs qui ont déjà été sélectionnés? C'est difficile, vous savez, par définition, on a connu ça avec Ribéry, avec des joueurs de ce calibre-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais savoir si un joueur est capable de sortir dans la dernière ligne droite ou dans les dernières lignes droites. Hein. Entre 1 an et demi, c'est long, et ça permet parfois toujours à un joueur de sortir du lot et d'exploser. Alors pourquoi pas un joueur, mais ce sera la marge, j'allais dire. Ça peut pas être 3-4 joueurs. Effectivement, il y a quelques joueurs comme ça qu'on peut percevoir comme des possibles entrants en équipe de France. Titulaires, ça c'est pas une certitude, mais en tout cas poussant les titulaires, pourquoi pas. Je pensais notamment à Ben Yedder qui son nom a été évoqué plusieurs fois. Moi, ça me semble un peu plus compliqué pour Ben Yedder parce que la concurrence en attaque est forte. Je faisais partie des journalistes qui pensaient que pourquoi pas une chance pour Ben Yedder, en tout cas montrer ce qu'il est capable de faire. La seule difficulté pour lui, à mon sens, c'est qu'il manque un peu d'impact physique. Et connaissant Didier Deschamps, l'impact physique c'est très important pour le très haut niveau à ses yeux. Et ce petit handicap qu'il a, d'ailleurs on l'a vu dans les grands matchs de début de saison avec Toulouse, et ben il n'arrive pas à passer ce petit handicap-là, il se retrouve un peu plus en difficulté. Et le niveau international, enfin le très haut niveau international, nécessite quand même un impact physique important. Surtout quand vous êtes attaquant de pointe. D'ailleurs, on le voit avec tous les attaquants de pointe. Alors c'est vrai qu'il y a Messi qui joue pas un attaquant de pointe qui a plus décroché. Enfin, on ne parle pas du même type de joueur, mais sur ce joueur-là, en plus Ben Yedder, on aurait peut-être besoin dans ces cas-là de quelqu'un à côté de lui. Donc effectivement, un système qui se rapprocherait de 2 attaquants. Et pour l'instant, c'est pas non plus décision de l'équipe de France. Donc, ça va être un peu compliqué pour lui, mais on ne sait jamais. Vous savez, moi, je ne suis jamais définitif. Hein, le sport en général, le football en particulier, ça nécessite un peu d'humilité.
Si on regarde le niveau de l'équipe de France aujourd'hui, notamment la prestation qu'on peut souligner à la Coupe du Monde, est-ce qu'on peut dire que la France sera favori à l'Euro 2016? Non, non, non. Pas favori, elle fera partie des outsiders, inévitablement, hein, parce que vous recevez l'Euro, donc ça a quand même un avantage non négligeable. En plus, il y aura une longue préparation d'un an et demi, alors avec l'avantage et l'inconvénient, effectivement, de ne pas jouer des matchs à coup près. Mais favori, non, quand vous savez que vous avez l'Allemagne, vous avez encore l'Espagne, on ne sait pas exactement ce qu'elle donnera dans un an et demi. Non, à première vue, l'Allemagne, elle est championne du monde, elle aura un ticket de favori. Maintenant, vous savez, si un an et demi, il peut se passer beaucoup de choses. Même avant une compétition, vous pouvez parfois perdre vos meilleurs joueurs, hein, et ça change le rapport de force, ça change la manière de voir les matchs. Et puis après, il y a encore le tirage au sort qui est important, contre qui vous tombez, parfois même l'arbitrage sur des matchs très serrés, parce qu'une équipe d'Allemagne qui est championne du monde a eu de grosses difficultés, notamment contre l'Algérie, et les Algériens auraient pu peut-être pas être les Allemands. Vous savez, nous, quand nous avons été champions du monde, de la même manière, on a eu beaucoup de mal contre le Paraguay, contre l'Italie, c'est passé à rien du tout, et contre la Croatie non plus. On ne voit que le résultat final, mais c'est les matchs, l'histoire d'un match, c'est plusieurs histoires en même temps. Et parfois, ça se joue à tellement peu que c'est difficile à définir. En revanche, on est obligé quand même d'accorder un petit avantage à l'Allemagne, juste son palmarès, juste son histoire dans toutes les grandes compétitions. Bon, il me semble quand même que l'Allemagne aura ce petit avantage. Mais la France sera inévitablement pas loin derrière, hein, puisque c'est quand même elle qui organise. On sait qu'elle a des jeunes joueurs de grande qualité. Alors comment seront-ils dans un an et demi? Comment sera Varane? Comment sera Pogba, qui peut faire de lance de cette équipe? Je parle chez les jeunes. Voilà, interrogation, pas d'interrogation. Kurzawa va-t-il exploser enfin côté gauche? Sait-on jamais. Donc il y a beaucoup d'interrogations avec Benzema qui arrive à un très très haut niveau. Donc voilà, il y a une belle équipe sur le papier et des joueurs individuellement d'un bon niveau. Maintenant, il faut construire son histoire commune, son aventure commune. Et là, seuls les résultats donneront qui suit cette équipe. Et malheureusement, il n'y a que des matchs amicaux pour l'instant. Donc ils viendront avec une étiquette de gros outsider, évidemment. Le favori, ça me paraît un petit peu prématuré. Justement, quels seront ses atouts? Une jeunesse perfectible, peut-être? Alors, si c'est un atout, ce ne sera pas une jeunesse perfectible, c'est une jeunesse ambitieuse, j'allais dire. C'est vrai que c'est une équipe. Il y a quelques jeunes qui, on verra dans un an et demi, mais peuvent atteindre de très très haut niveau. J'ai toujours une grande confiance en Pogba défléchi la première fois en équipe de France, j'ai été bluffé, franchement. Et c'est un joueur hors norme. Varane, pareil, hein, quand vous êtes capable de quasiment vous imposer au Real Madrid, complètement, c'est pas sur indiscutable, mais enfin, vous faites partie de la tournante des trois dans un des meilleurs clubs du monde, ça prouve déjà votre qualité et votre niveau. À seulement 21-22 ans, ce sont des jeunes, très très jeunes joueurs. Donc oui, ces jeunes-là, en plus, sont des joueurs ambitieux. Varane qui a quand même la tête sur les épaules, Pogba il est un petit peu plus tête en l'air, donc c'est quelqu'un de plus foufou. D'ailleurs sur un terrain, de temps en temps, il a tendance à prendre des cartons qu'il ne devrait pas prendre, ça va faire partie aussi de sa progression, c'est tout à fait normal. Hein. Mais vous avez cette jeunesse-là qui a envie de prendre le pouvoir. Alors maintenant, la difficulté c'est de savoir quand est-ce que vous le prenez ou quand est-ce que vous le partagez. Donc on va se retrouver dans l'entre-deux. Il va falloir aussi trouver des cadres, des gens relais qui ont un peu plus d'expérience et qui vous permettent de pas être trop excité quand vous avez tendance à l'être, de calmer les choses, de rassurer. Et ça, pour l'instant, vous avez un Benzema quand même qui a de l'expérience. Griezmann, vous parlez des jeunes, Griezmann qui est un jeune qui me semble aussi très très posé. Mais non, il y a quand même, c'est vrai, en équipe de France, pas mal de jeunes talentueux, mais il en existe aussi dans d'autres sélections, ne pas l'oublier, hein, il n'y a pas que le regard franco-français qu'il faut avoir. Donc voilà, Deschamps s'appuiera sur eux, elle va apporter en tout cas une fraîcheur, un état d'esprit, et puis on a un renouvellement aujourd'hui important, c'est intéressant parce qu'on sort quand même de moments plus délicats, c'est difficile. Voilà, à elle de tirer l'équipe vers le haut, mais tout en s'appuyant sur les cadres et les anciens. Au-delà de l'aspect sportif, qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude du public du stade Vélodrome lors du dernier match? Envers c'est l'équipe de France, on a senti une rivalité PSG-OM qui n'avait rien à faire là d'ailleurs, mais... totalement inutile et absurde. Enfin, là, on rentre dans les guéguerres du championnat de France qui n'ont pas de raison d'être en équipe de France. J'ai connu ça quand j'étais un peu plus jeune avec les vrais chocs PSG Marseille, hein, pas ceux d'aujourd'hui.
où là il y avait une rivalité, il y a des guerrières entre les deux équipes. Et c'est vrai que c'est totalement inutile. On a connu ça avec Valbuena sifflé au Stade de France il y a quelques temps aussi. Hein. Je me souviens très bien quand il rentrait sifflé. C'est totalement absurde. C'est vraiment l'équipe de France, c'est autre chose que des clubs qui sont sifflés parce qu'ils sont détestés dans un endroit ou un autre de France. Totalement suffisant. Ne faire le choix que du Stade de France serait tout de même excessif. Faut-il continuer à faire des matchs en province ou... Ah, c'est bien, c'est très très bien de délocaliser. Il faut, de toute façon, Rennes, Marseille. L'équipe de France n'appartient pas ni à Paris, ni au Stade de France. L'équipe de France appartient à la France. Alors, il est normal d'avoir une enceinte dans laquelle vous allez disputer les plus grands matchs, il y a 80 000 personnes. Il est très très bien aussi de faire un petit peu des tournées, hein, parce que la grande force, à mes yeux, de cette équipe de Didier Deschamps, c'est d'avoir justement remporté cette bataille de l'image. Hein. On est sorti de l'équipe de France, on est sorti de la Coupe du Monde avec une équipe de France revigorée en termes d'image et voilà, ça pour moi c'est très important. Et cette image-là, elle passe aussi par des tournées qui permettent aux spectateurs de province aussi de suivre leur équipe de France et de s'ancrer un petit peu plus, si vous voulez, dans le paysage. Donc c'est très très bien, au contraire. On va maintenant en venir au Paris Saint-Germain. La question que je vais vous poser, c'est pour revenir sur la victoire d'hier, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation? Sur le fond, pas exceptionnel, hein, évidemment, mis en grosse difficulté par le pressing, la vitesse de jeu, notamment du milieu de terrain de l'Ajax d'Amsterdam. Mais au final, une victoire. Donc c'est un petit peu compliqué d'être difficile avec le PSG. Quand vous êtes une équipe qui gagne tout, alors vous en êtes à la 8e victoire consécutive. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus? C'est vrai que vous avez les moins difficiles, mais dans cette difficulté, vous avez réussi quand même à tenir et à marquer 3 buts. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on est obligé de noter quand même le caractère inoxydable de cette équipe du PSG. Alors, il y a des progrès à faire sur le plan du jeu. Il faut pas oublier quand même que le milieu de terrain était largement amoindri. Hein. Et puis j'ai trouvé un milieu en grosse difficulté, notamment la récupération de balles, lié à des positionnements défectueux. Alors c'est compliqué après de pointer toujours individuellement parfois des défaillances, mais vous prenez un joueur comme Pastore, qui peut être magique avec la balle quand il a la balle, et qui parfois a des problèmes de placement très ennuyeux. Il faut retrouver avec un latéral droit, par exemple, Van der Beek, qui peut se retrouver en difficulté sur des 2 contre 1. Donc c'était un petit peu, ils ont un peu mieux serré le jeu en deuxième période, avec un Rabiot balayant un peu plus côté droit. C'est pas à Rabiot de sentir, de faire les compensations. C'est à lui de le faire, si vous voulez, mais il n'a pas l'expérience pour sentir exactement ce qu'il faut faire et à tout moment du match. C'est une œuvre collective. Et là, il faut que, collectivement, j'ai trouvé un milieu un petit peu en difficulté, même des attaquants qui faisaient pas nécessairement les bons efforts, en tout cas pas les bons efforts au bon moment, ce qui fait que l'équipe d'Ajax a eu quand même la maîtrise du jeu, notamment en première mi-temps, où c'était très très intéressant. La chance du PSG, c'est d'avoir un Ajax qui, en revanche, n'est pas exceptionnel devant le but. Est-ce qu'on peut dire que le PSG est beaucoup mieux armé que la saison passée dans cette Ligue des Champions? Non, ils ne sont pas mieux armés. Allez, on va dire un tout petit peu mieux armés que si arrivé David Luiz, logiquement ça doit aider, mais Alex a fait aussi une belle saison, on ne peut pas non plus trop critiquer Alex. Ils sont mieux armés parce qu'ils ont une expérience supplémentaire. Ils sont mieux armés parce que, on dit que certains joueurs, pour eux, c'est pas une des dernières occasions de gagner des champions, mais bref, il va falloir vraiment être attendre. Mais on peut dire aussi qu'ils sont un peu moins bien armés en raison de la blessure, par exemple, de Ibra. On ne sait pas exactement où il en est complètement en termes physiques, j'allais dire, parce qu'on a vu qu'il a mis un très beau but hier. Mais donc voilà, c'est compliqué à dire, mais je pense que le rôle c'est Lucas est un peu plus âgé, donc c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui est un petit peu tout fou sur un terrain, qui ne sait pas toujours très bien ce qu'il faut faire, mais le fait d'avoir gagné en expérience, ça va certainement l'aider, hein, j'imagine. L'axe reconstitué Thiago Silva, David Luiz, l'axe brésilien, pareil, ça donne une certaine sécurité. Je trouve Marquinhos très très intéressant, vous pouvez le faire jouer au milieu de terrain, ou alors David Luiz en milieu. Maxwell est toujours aussi bon. Van der Beek s'est vraiment fait. L'équipe, donc, vous avez une équipe qui est très intéressante, très très intéressante, même si en ce moment, sur le jeu, elle développe pas le jeu qu'elle développait l'année dernière. Mais alors attention, c'est toujours pareil, vous savez, on juge les grandes équipes, on les juge surtout à partir du mois d'avril.
avril-mai. C'est là où tout se décide, c'est là où tout se joue. Alors le championnat de France, peut-être ce sera joué avant, hein, même si attention à la menace marseillaise, parce que eux ne lâcheront rien, puisqu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Mais c'est en avril-mai qu'on attend les grandes équipes. Sur les grands rendez-vous, sur les week-ends de finale Ligue des Champions, quart de finale, demi-finale s'il le faut, et puis finale si vous avez la chance d'y être. Donc tout est balayé, tout est oublié quand vous réussissez ces matchs-là. Et souvent vous avez des équipes qui font des très bons débuts de saison, qui sont éblouissantes, fabuleuses, et puis qui explosent totalement sur la fin de saison. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Alors on va dire, non, ils n'ont pas réussi, ils ont pas réussi dans leurs objectifs. Ben, voilà. Il vaut mieux commencer parfois un peu plus faiblement, enfin faiblement sans perdre un match, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient, et puis finir plus fort. Donc c'est une équipe qui peut avoir des ambitions. Vous verriez quel parcours pour le PSG dans cette Ligue des Champions? Franchement, je n'ai aucune idée parce que ça va dépendre déjà première, deuxième place. Rappelons-nous que l'année dernière, je crois, tous les quarts de finalistes étaient premiers de leur groupe. Donc on ne sait pas est-ce qu'ils vont se terminer premier ou deuxième groupe. Je pense que ce sera dur, vu les états de forme, de réussir un résultat à Barcelone. C'est mon point de vue aujourd'hui en tout cas. Maintenant, en fait, ça dépend beaucoup du tirage au sort. Parfois, vous êtes premier de groupe, vous tombez sur un deuxième très fort, et puis réciproquement. Alors, le fait que l'année dernière, quand même, les premiers groupes et tous étaient en quart, me semble-t-il, tente à démontrer quand même qu'il vaut mieux terminer premier que son groupe. Une maintenant, menace a été détectée. Les tirages sont importants. Oui, effectivement, c'est vrai que le tirage est un paramètre important à prendre en compte qui peut aussi influencer. Ah, absolument. Donc, et au niveau du championnat, vous pensez que Marseille peut être champion ou c'est incontestablement pour le PSG? Ah non, moi je pense que Marseille peut être champion, tout à fait. C'est à partir du moment où vous n'avez plus de matchs de Coupe d'Europe. Marseille, la grande force aujourd'hui, c'est d'avoir que ça à jouer, plus une élimination totalique, donc vous n'avez plus grand chose qu'on dit qui vont être fatigués. Enfin, c'est des joueurs professionnels, s'ils sont pas capables de faire des efforts une fois par semaine, faut pas être joueur de foot professionnel. Alors, et c'est pas comparable le nombre de matchs que va devoir jouer Paris Saint-Germain, le nombre de matchs que va jouer Marseille, plus psychologiquement, quand vous savez que vous avez plusieurs objectifs, c'est pas toujours facile de passer de l'un à l'autre, les matchs avant Ligue des Champions, d'après Ligue des Champions, tout ça est compliqué à gérer. Marseille n'a plus que ça, n'a plus que des matchs de championnat. Donc avec cet objectif en tête, ils peuvent effectivement être champions. Imaginons que Marseille passe Paris Saint-Germain à domicile, et vous avez déjà 4 points d'écart entre les deux équipes, et puis après il va falloir que Marseille perde des points ailleurs, et les perdre en tête, hein, je ne dis pas qu'ils seront champions. En tout cas, ne pas considérer que Marseille est une menace pour le titre, ce serait une erreur majeure. Justement, on a vu que Marcelo Bielsa a apporté une certaine culture du foot et une certaine technique de travail. Est-ce que avoir un ou plusieurs entraîneurs étrangers, c'est une question à étudier pour le championnat de France? Ah bon, on en a eu plein d'entraîneurs étrangers. L'OM est champion d'Europe avec des tags, vous avez vu Ibis, vous avez reçu un joueur qui a les meilleurs résultats du PSG à une certaine époque des années 90. Évidemment que tout à l'extérieur, c'est toujours intéressant, il n'y a pas de doute. Vous avez aussi des bons entraîneurs français, Didier Deschamps, Laurent Blanc, donc la qualité de l'entraîneur. Vous savez, il y a le travail que fait Bielsa, qui est aujourd'hui de très très haut niveau, il n'y a absolument rien à dire. Mais n'oublions pas quand même que vous avez un groupe de Marseille revanchard qui n'a pas de Coupe d'Europe. Donc il y a plein de paramètres. Il faut que l'équipe de Marseille, même avec quasiment les mêmes éléments, n'est pas la même que celle de l'année dernière. Mais dans lui, apporte la touche, évidemment. Mais c'est pas que lié à Bielsa. Bielsa est capital dans ce socle qui a été créé, c'est qui a été trouvé. Mais il n'est pas le seul. Il faut avoir les joueurs qui réussissent aussi à hausser leur niveau de performance. Et donc il faut la qualité individuelle du groupe. Mais sinon, le fait de s'ouvrir à l'extérieur, c'est toujours très bien. Hein. Mais je pense aussi qu'en France, vous avez de très très bons entraîneurs, et il n'y a pas de doute. Et vous définiriez comment être un bon entraîneur? C'est toujours très compliqué, hein, parce que moi, ce que j'aime chez les entraîneurs, c'est la cohérence. La cohérence, alors parfois les coups, je comprends très bien, ça peut être très intéressant, mais la cohérence, c'est-à-dire que quand on sent qu'il y a une ligne directrice, un schéma dans un groupe, par exemple, en prenant l'exemple du PSG, ou même de Marseille, je trouve que Laurent Blanc, il est cohérent dans ce qu'il fait. Hein. Il n'y a jamais de moment où il est en train de faire n'importe quoi, il a la dérive, il prend des risques inutiles, ou alors il y a des coups de folie. De temps en temps, il faut avoir ça aussi. Ça fait partie du voyage de l'entraîneur, hein, comme on le voit avec Mourinho. Mais il faut être cohérent dans ce qu'on apporte, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on fait. Après, si tu étais pas entraîneur, on pouvait être le même entraîneur aller d'un groupe à un autre et ne pas avoir des résultats. Donc ça prouve que c'est pas instinctif, ou c'est pas le fait d'arriver quelque part qui fait que vous avez des bons résultats. Alors effectivement, vous avez quelques entraîneurs qui réussissent partout, là c'est autre chose, mais ça réussit avec des gros effectifs aussi. Il faut pas l'oublier. Et justement, on parle beaucoup du fair play financier. Est-ce que ça ne doit pas être un paramètre à gérer pour un entraîneur, pour le recrutement notamment?
Ah bah évidemment ça l'est, mais ça on parle des grands joueurs, des grandes équipes. Donc c'est un petit peu différent. Hein. Le fair play financier, vous savez, quand vous êtes entraîneur de Lorient, le fair play financier, c'est secondaire. Oui, mais je parlais surtout de la question du PSG, et justement, est-ce que ça peut poser quelques soucis au PSG, ce fair play financier? Ah bah oui, évidemment, ça l'a fait déjà, puisqu'ils ont eu le droit qu'à recruter qu'un seul joueur. Enfin, ils en ont un et demi, puisqu'il y a des artifices qui permettent d'en recruter un autre, sur des prêts avec achat ou obligation d'achat à fin de saison. Mais oui, évidemment, hein, vous ne pouvez pas avoir l'équipe que vous voulez alors que le PSG a les moyens de le faire. C'est ça qui est terrible. C'est que vous avez les moyens, vous n'avez pas creusé de déficit, mais vous ne pouvez pas le faire. Donc, l'idée du fair play financier au départ, qui était intéressant, c'est-à-dire pour éviter qu'on fasse n'importe quoi, a été un peu modifiée, si vous voulez, et il va falloir aussi retomber sur ses pattes pour trouver quelque chose de plus logique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose selon vous? Ça pourrait être une bonne chose dans l'idée. La manière dont ce fair play financier fonctionne aujourd'hui, c'est pas une très bonne chose, puisque vous pouvez pas dire à des clubs comme Manchester City ou Paris Saint-Germain, vous pouvez pas dépenser, alors que vous êtes tranquille, parce qu'il n'y a pas de problème d'argent. Ou si vous voulez pas qu'il y ait des problèmes d'argent, parce que c'est la prime finalement aux anciens clubs, eux qui ont déjà des contrats de sponsoring très importants, qui ont des merchandising très importants, qui ont des revenus très importants liés par exemple au droit de payer en Angleterre, à plein de choses qu'en France on n'a pas. Mais ça n'empêche pas le PSG via le Qatar d'avoir l'argent nécessaire pour acheter des joueurs. En fait, c'est pas un souci. Évidemment. Et il y a d'autres questions aussi financières qui se sont posées, notamment avec Monaco qui n'a pas son siège social en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Ah, moi j'ai pas entendu la question. Je dis, il y a aussi d'autres soucis financiers, notamment Monaco, le problème qui s'est posé et que le club n'a pas son siège social en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Moi je pense que tout le monde devrait être logé à la même enseigne aujourd'hui, donc le problème ne devrait même pas se poser. Alors ils ont essayé de trouver des arrangements, bon, voilà, mais aujourd'hui c'est fini. C'est vrai que ce qui était fait à une certaine époque, et les moins aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que tout le monde soit logé à la même enseigne, donc que tout le monde soit soumis au même barème. Maintenant, pour l'instant, le foot français ne fonctionne pas comme ça. On avait tenté une approche avec la Cour européenne des droits de l'homme, mais finalement, cette question reste en suspens et on a pu à laisser la situation telle quelle. Moi, je vais rester, alors, je vais changer ma position, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui dit ça. Il n'y a pas d'avis tranché, mais finalement, il n'y a pas eu de solution trouvée. Non, il n'y a pas de solution. C'est pour ça que la plus grande logique, c'est que tout le monde soit soumis au même système, dans un même championnat. Ça me paraît quand même ce qui est plus logique. Est-ce qu'on peut le faire à une certaine époque? Aujourd'hui, on peut moins le faire, effectivement. On évoquait tout à l'heure la Ligue des Champions. Il y a aussi les filles du PSG qui disputent la Ligue des Champions et qui se placent plutôt bien. Qu'est-ce que vous pensez de leur parcours? C'est très bien. Hein. Déjà, la qualification, c'était une très très belle chose. On sent une équipe qui se développe, hein, surtout contre une team, c'était important. Non, vraiment, je pense que le PSG foot féminin a grandi vraiment au même rythme que le PSG masculin. Donc, si ça pouvait fonctionner comme ça sur une forme de parallélisme, ce serait parfait. Est-ce que justement ces performances n'est-ce pas un avantage pour mettre que plus le foot féminin sur le devant de la scène? Absolument, absolument. C'est pour ça que c'est important. On voit que les matchs d'équipe de France féminine marchent bien. Par contre, le championnat, c'est un peu problématique, hein, puisque vous avez pas assez d'équipes. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, je dirais, en équipe de haut niveau. Mais c'est vrai que ce sera très très bien pour le championnat de France de foot, hein, d'avoir quelques équipes emblématiques, hein, qui puissent un peu se mesurer le grand espoir. Mais le problème, c'est un peu le manque de concurrence, même en France. On a vu aussi le souci qu'en Division 2 et la Division 1, il y avait un grand fossé, également en Division 1 où il y a 5-6 clubs et les autres derrière. Mais bon, les matchs sont souvent quand même plus serrés. Alors là, vous avez quand même des scores de 8-0, 9-0, 7-0, 6-0 qui ne sont pas très sérieux si vous avez une compétition de haut niveau. On ne peut pas avoir 2 ou 3 équipes, puis des équipes qui viennent et qui malheureusement prennent des cartons, on ne peut pas chaque fois qu'ils se déplacent. Oui, effectivement, est-ce que vous auriez une solution ou quelque chose qu'on pourrait envisager pour davantage faire évoluer? Non,
Non, mais c'est justement le fait qu'il y ait des grands clubs, ça va donner envie aux filles de jouer au foot, et puis après, inévitablement, le niveau va augmenter partout, hein, et puis la concurrence va être plus forte. Donc je pense que c'est la meilleure solution. C'est ça, on doit peut-être passer par, au départ, des équipes largement supérieures, surtout pour beaucoup plus de moyens, qui peuvent récupérer des internationales étrangères. Et puis après, le reste, ça va hausser le reste de la Ligue 1. Est-ce qu'on peut encore dire que le foot est un monde de garçons, parce qu'on a beaucoup entendu notamment qu'on n'était pas prêt à voir une femme entraînée au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pensez que le foot est toujours un monde de garçons principalement, ou est-ce qu'on pourrait éventuellement faire évoluer les mœurs? On a vu notamment que ça posait quelques soucis, une femme qui entraîne des garçons, c'est pas encore tout à fait très bien accueilli, on va dire. Oui, mais de toute façon, on sait que c'est un univers macho, c'est macho le foot, hein, il n'y a pas de doute, mais bon, ça fait partie aussi de l'évolution du foot, je vais dire. Heureusement que ça s'ouvre maintenant de plus en plus aux filles, mais maintenant, le fait qu'il y ait Corinne Diacre qui puisse entraîner une équipe, c'est une très très bonne chose. Hein. Je vois pas pourquoi, parce que vous êtes une fille pour une fois plus entraîner une équipe qu'un garçon. On a vu également une fois que les femmes prenaient une place avec Stéphanie Frappard, première Ligue 2. J'ai pas entendu. Et on a vu que les femmes aussi prenaient petit à petit leur place avec Stéphanie Frappard, arbitre féminin en Ligue 2. Oui, bien sûr. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Hein. Il faut aller vers ce type d'évolution. Hein. C'est important. Maintenant, le fait que pour l'instant, c'est quand même, nous ne sommes encore que des phénomènes, et il faut arriver à le développer. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'univers football, c'est un peu mal chaud. L'univers football est d'abord un univers d'hommes, ça aurait été. Donc, l'évolution, on fait que, comme la société, heureusement d'ailleurs, ça va s'élargir, tant mieux. Oui, il faut parfois des pionnières, ce sont des pionnières, et espérons qu'elles vont ouvrir la voie aux autres. Oui, espérons que ça se développe continuellement. Oui, bien sûr. Espérons-le en tout cas. Oui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, peut-être sur le plan personnel ou sur le plan footballistique? Sur un plan personnel? Oui, footballistique, c'est comme vous voulez. Footballistique. Je vais dire que je passe une belle canne. Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale, je ne sais pas comment c'est organisé. Donc voilà, là, ça sera un bon moment. Un très très bon moment, et espérons des beaux matchs. Oui, c'est vrai, on espère avoir un très très bon moment et que les soucis d'organisation seront un petit peu oubliés. Absolument, ça c'est important. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup à vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir, vous êtes le bienvenu. Merci, c'est gentil. Bonne continuation. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Merci encore à Hervé Penaud d'être passé sur la web radio Aux Villes Lumière avec comme animateur du jour Céline Jérôme. Donc demain nous aurons Bertrand Antoine, donc responsable de la préformation du FC Metz. Bonne soirée.